ici, à Stockholm, l'Union soviétique mène dans le championnat du monde de hockey sur glace par 4-0 contre le Canada. On joue depuis 11 minutes et à la suite d'une série de tirs sous tous les angles, avec d'ailleurs un maximum de réussite, je crois, les Russes qui jouent en maillot blanc contre les Canadiens en maillot foncé, les Russes ont littéralement bousculé, abasourdi les Canadiens et ont marqué 4 buts en un temps record. Les Soviétiques, là, se sont repliés et les Canadiens viennent de tirer. Les Canadiens en maillot foncé, les Russes en maillot clair. Les Russes repartent à nouveau à l'attaque et on a l'impression, à la fin de ce premier tiers-temps, ou tout au moins dans la deuxième partie de ce premier tiers-temps, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule équipe sur la glace. Que va-t-il se passer? Les Canadiens vont-ils reprendre du poil de la bête? Les Canadiens qui furent pendant si longtemps les maîtres incontestés du hockey, même lorsqu'ils envoyaient en Europe leurs équipes amateurs, vont-ils continuer à se laisser bousculer par les Soviétiques? Vont-ils accepter de recevoir une leçon? Ou bien vont-ils se rebiffer? C'est, je crois, la question qui se pose maintenant et c'est les minutes qui viennent qui vont nous apporter la réponse. Firsov, le Soviétique, tire et Stevenson bloque. Stevenson, le gardien canadien, passe à ses arrières. Non, la ligne d'attaque soviétique est encore là. Passe et Firsov tire et marque. Firsov tire et marque facilement, bien qu'il soit tombé à genoux. C'est le 5e but des Soviétiques. Vous allez le voir maintenant. Voici au ralenti. Voici comment ça s'est passé grâce au procédé du magnétoscope. Voilà, le gardien du Canadien était sorti et Firsov, le prenant complètement à contre-pied, a marqué le 5e but. Par conséquent, aujourd'hui, la question est très claire. L'équipe soviétique est seule sur la glace. Je ne peux pas vous dire que l'on va assister à un combat dramatique pour la bonne et simple raison qu'une équipe domine l'autre de la tête et des épaules. Mais nous allons assister, je pense, hop, nouveau tir soviétique. Nous allons assister, si les Russes continuent leur pression, les Russes toujours en maillot clair, contre les Canadiens en maillot foncé, s'ils continuent leur pression, nous allons assister à une véritable démonstration de hockey pour le plus grand régal de ceux qui aiment ce jeu. Contre-attaque canadienne, elle sera la Bourbonnais de Québec, qui malheureusement est allé sur la partie charnue de son individu, à la suite d'un patin russe placé comme il le fallait. Par hasard, je dis bien par hasard, car c'est peut-être la deuxième fois depuis le début de la rencontre que cela se produit, les Canadiens pressent les Russes sur leur but. Begg tire, mais il y avait offside. Il a reçu le balai. Il a joué, du moins, il y avait un de ses coéquipiers qui était passé derrière la ligne de défense soviétique beaucoup plus tôt que le balai n'y avait pénétré. Le jeu est reparti. Les Canadiens semblent vouloir se ressaisir un petit peu. Palachev, le soviétique, perd aux avants canadiens. Cafouillage devant les buts russes. Tout ceci ne donne rien. Sinon, 2 minutes de prison à l'un des soviétiques qui a commis une erreur, qui a commis une faute sur l'un de ses adversaires et qui va donc en prison. C'est la première fois dans cette rencontre que l'un des joueurs va en prison. Il s'agit de Romichovski. Romichovski qui est un excellent joueur soviétique, qui n'est pas coutumier de ses erreurs. Il a donné un coup, il a frappé un de ses adversaires et c'est pourquoi le voici en prison. Romichovski est un officier. Voici une attaque soviétique qui se développe, tir de la part de Starchinov. Romichovski, dont je vous dis, qui est en prison, je vous disais que c'est un officier. Il pèse 88 kilos. Il a déjà participé au championnat du monde de l'année dernière à Grenoble, mais ce n'est que son 2e championnat du monde. Et peut-être est-il un peu ému, encore qu'en général ce soit un garçon plein de fair-play. Les Canadiens sont donc à 5 contre 4 soviétiques. Pendant que l'un des joueurs est en prison, on n'a pas le droit de le faire remplacer. Et pendant tout le restant de la partie, le manager de chaque équipe peut faire remplacer autant de joueurs qu'il veut par un nombre égal de joueurs. 5 Canadiens contre 4 Soviétiques. Les Soviétiques vont faire maintenant de la dentelle. Ils vont tenter de faire passer le temps des 2 minutes de prison. Charge, balai injouable.
Ils vont tenter de faire passer les 2 minutes de prison de leur camarade Romichevski à l'aide de soit de courtes passes les uns aux autres, des courtes passes ne signifiant rien, sinon que pendant ce temps-là le temps s'écoulera, ou bien alors tenter des échappées en perçant la défense canadienne. Je suis en train de me demander si à 4 les soviétiques ne pourraient presque pas battre les Canadiens jouant à 5 sur la glace, tellement leur domination jusqu'à présent a été nette et indubitable. On joue depuis 14 minutes dans le premier tiers-temps et il faut bien dire les choses comme elles sont, il n'y a plus le moindre doute sur l'issue de la rencontre. Ragouline engage contre Kefri. Non, l'arbitre n'est pas content, les joueurs étaient très nerveux, il les fait remplacer par d'autres, c'est Baze contre Mishakov. Le palais est sorti en dehors de la limite de la patinoire, il est revenu, d'où engagement, discussion, longue discussion, et oui, ce sera très long, entre l'arbitre qui porte une chemise rayée, les Canadiens, tandis qu'aucun soviétique n'était intervenu dans cette discussion. On reprend, on engage. On joue dans ce premier tiers-temps depuis 14 minutes 16 secondes et les soviétiques mènent toujours par 5 à 0. Vous voyez les Russes par petites passes, comme je vous l'ai dit. Si tout de même échappé de l'un d'entre eux, le 18, qui dribble, non. Les Canadiens sont tout de même en nombre supérieur et se sont repliés. Petite passe des soviétiques, pendant ce temps-là, l'horloge tourne, vous voyez, ils jouent, j'oserais presque dire qu'ils jouent à la baballe. Pendant ce temps-là, le temps passe et ce coup de Loutchenko, cette passe à Maltsev s'est transformée en un dégagement interdit. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur envoie le puck depuis derrière la ligne rouge centrale au-delà de la ligne de but de l'adversaire, le jeu est interrompu et l'engagement se fait à l'un des points d'engagement dans la zone de défense de l'équipe en faute. C'est ce qui se produit en ce moment-ci, puisque le puck, depuis derrière la ligne rouge qui marque le centre du terrain, est allé au-delà de la ligne de but de l'adversaire. Engagement par Firsov et Hargreaves. Palais injouable, on va le récupérer dans la rainure qui est entre la balustrade de bois et la glace de la patinoire. Le gardien de but soviétique à la parade et un but marqué par les Canadiens. On aurait dit qu'il pressentait, je pense que c'est Pinder, oui c'est Pinder qui a marqué ce but. Nous allons voir comment ça s'est passé, regardez, voici comment cela s'est produit il y a un instant. Hop, et voilà. Pinder pris à contre-pied sur son côté droit. Le Canada a sauvé l'honneur et n'est plus mené que par 5 à 1. Vous voyez, il jouait à 5 contre 4, peut-être même d'ailleurs que le 5e soviétique était déjà rentré sur la glace, mais le gardien de but a eu l'air, nous avons senti l'instant d'avant que quelque chose allait se produire, et vous voyez, il a eu la pression, comme nous, qu'il allait rencontrer, sinon le malheur du moins, quelque chose de mal. Contre-attaque soviétique, passe, tir, arrêt, nouveau tir soviétique, arrêt du gardien canadien Stevenson, qui ne joue pas mal, qui ne vaut pas son vis-à-vis soviétique Zinger. Les Canadiens ont tout de même trouvé un petit peu la cadence et après avoir reçu la leçon, ils vont maintenant donner un maximum pour tenter de réduire le score offside de l'un des avants canadiens qui a pénétré derrière la ligne bleue délimitant la zone de défense de l'équipe soviétique avant que le palais n'y fût. Le 20, Mott change. Le 4, Stevenson, qui est le frère du gardien de but, change, s'asseyent tous les deux sur leur banc et sont remplacés par 2 coéquipiers.
Les Russes attaquent. Les Russes attaquent, mais depuis quelques instants, les Canadiens ne s'en laissent pas compter. Nous avons donc pris l'émission à l'instant même où le combat a sinon changé d'âme, tout au moins a changé d'allure. Ce n'est plus une leçon que reçoivent les Canadiens. C'est un match presque égal. Tir des Canadiens qui passent assez loin de la cage de Zinger, le gardien de but soviétique. Yakouchev a le palais, tombe de tout son long, plein ventre. Zimin tombe aussi. Que de chute, il est vrai que les Canadiens sont plus lourds que les Soviétiques. Aïe, 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 aïe. Beg ne l'a pas eu. Est-ce que Yakouchev va s'en saisir? Grand coup de crosse, tir d'un Soviétique qui passe on ne sait où. Attention, croche-pied, croche-patin, 2 minutes de prison au titre canadien. Abeg qui a gêné. Voilà, vous voyez, il n'est pas d'accord, Beg, et discute avec le Canadien. Madoué qui lui dit, vous n'avez pas le droit. Mais les arbitres sont seuls maîtres de leur décision. Il n'y a pas d'appel possible et Beg est obligé d'entrer dans la cage. Autrement dit, obligé de s'asseoir sur le banc des pénalités pour 2 minutes. Et les Soviétiques sont maintenant à 5 contre 4. Là, cela va être très mauvais pour les Canadiens. C'est la position inverse de ce qui s'est passé il y a 3 minutes où les Soviétiques étaient en désavantage de nombre. Baonès dégage, le palais est sorti et il est allé se promener dans le public. Toujours 5 à 1 pour l'Union soviétique alors que l'on joue depuis 16 minutes 55 dans le premier tiers-temps. Et que le jeu devient un peu plus dur, un peu plus heurté. Maltsev contre King. Un certain nombre de gestes brutaux. Firsov face à Harlamov. Harlamov accroché par une crosse canadienne. Les Russes sont obligés de passer constamment en arrière. Ragouline pour tenter de se dégager. Maltsev. Ragouline à nouveau. Déploiement des Soviétiques. Harlamov qui perd la ligne canadienne, perd le palais, non passe à l'un de ses coéquipiers qui lui patine, passe à Firsov. Firsov sur la gauche. Le jeu a ralenti depuis un instant. Harlamov tire et n'entre pas. Vikulov est allé le chercher. Va-t-il tirer? Sans doute oui. S'il n'est pas gêné là. Oh. Le voici où il était le palais. Il était entre les genoux de Baonas, le Rouquin qui est l'un des arrières du Canada. On joue depuis 17 minutes 42. Nous avons donc vu depuis le début de notre émission un but marqué de chaque côté. Vous voyez, le combat est plus équilibré après l'espèce de démarrage démentiel des Soviétiques qui a surpris tout le monde. Les Canadiens n'en revenaient pas. Firsov, grand tir qui heurte un des battants de la cage. Là, le bon Dieu a été avec les Canadiens. Il faut dire les choses comme elles sont. Harlamov, les Russes prennent du champ. Hop, c'est tout près. Oh là là, la belle bagarre. Et finalement, le gardien de but choisit de se coucher. Regardez-moi, entre cette forêt métallique, entre cette forêt de patins. On joue depuis 18 minutes 12 dans le premier tiers-temps. L'Union soviétique mène par 5 à 1 contre les Canadiens. Harlamov. Hargreaves s'en saisit, dégage enfin son camp et cela se transforme en dégagement interdit puisque d'avant la ligne rouge qui marque la moitié
de la patinoire. Le balai est allé au-delà de la petite bande rouge qui marque la ligne du but de l'équipe adverse. Engagement donc pas début canadien. Les Canadiens sont toujours 5 à 4, 4 contre 5, puisqu'ils en ont un en prison. Mais ils se défendent comme des diables dans un bénitier. Et les Russes, malgré leur supériorité numérique, ne peuvent rien. Dégagement des Canadiens en avant. L'arrière russe, Robijovski, est obligé de patiner très très vite pour tenter d'échapper à l'étreinte de l'avant canadien. Palais injouable, coup de sifflet de l'arbitre. Engagement. On joue depuis 18 minutes 45 secondes. Il reste 1 minute 15 à aller. Si les Russes gagnent ce match, eh bien ma foi, ils rejoindront avec 3 victoires sur 3 rencontres, ils rejoindront en tête du classement général la Tchécoslovaquie. C'est Caffrey pour les États-Unis, Starchinov pour la Russie, tout près des Russes. Oh, que c'est dommage, les Canadiens ont raté une occasion formidable. Contre-attaque soviétique par l'aile gauche, l'aile droite, pardon. Les Canadiens se replient, il reste 1 minute jusqu'à la fin de ce premier tiers-temps. Caffrey passe au centre, Beg qui est sorti de sa prison pour rejouer, Yakouchev très gêné par King, balai injouable, coup de sifflet de l'arbitre. On joue depuis 19 minutes 26, dans 34 secondes, il va y avoir la sirène de 9, le 8 de dos, c'est Starchinov. Le soviétique et le 19, c'est Yakouchev, et le 19 canadien, c'est Bourbonnais, l'un des 2 seuls Canadiens français. Les Canadiens repartent par Huck. Huck à le puck. Belle attaque canadienne. Ils sont là, haut, bien placés, mais reperdent. Tir canadien qui est arrêté par le gardien de but soviétique, détourné dans quelques secondes. La sirène. Les Canadiens se sont ressaisis et depuis que nous avons pris l'antenne, ils font réellement jeu égal avec les Soviétiques. Dans 4 secondes, c'est la sirène. Non, c'est trop tard. Tire! La sirène, juste après l'arrêt, à la fin du premier tiers-temps, c'est 5 à 1. Nous allons vous passer maintenant quelques passages du deuxième tiers-temps. Allô Paris, voudriez-vous vous porter au téléphone? Voudriez-vous vous porter au téléphone?
Dragoulian a perdu son casque, ce qui n'empêche ses camarades de foncer. Arrêt de Stevenson, qui, après avoir été terriblement surpris au début de la rencontre, joue beaucoup mieux depuis un petit moment. 9 minutes 35 de jeu dans la deuxième période. Notre émission, elle, qui a 45 minutes, essaye, autant que faire se peut, de vous donner une physionomie de la rencontre. 45 minutes doivent résumer 2h20 de jeu. Magnifique départ des Canadiens. Malheureusement, il n'y a personne pour aller chercher ce palais dont s'empare Luchenko. Encore Luchenko. Arrêt de la main, tir formidable d'un arrière canadien qui est De Marco, applaudi par tout le public, mais ce tir en boulet de canon est passé à côté de la cage de Zinger. Et voici De Marco que je viens de citer, que le réalisateur suédois a montré à juste titre pour vous faire voir le profil de cet homme qui avait envoyé ce formidable boulet de canon. De Marco est l'un des rares Canadiens qui joue sans casque. Il y a encore Pinder là-bas qui joue sans casque. Et qui a le puck. Lance en avant pour un repli de Palachev. Pinder, l'homme non casqué. Hargreaves. Repli russe. Départ russe. Michalov, un de ses coéquipiers qui tire. Non, ça allait trop vite. Et il patinait trop en avant. Il a perdu l'équilibre en tirant. Ou juste un peu avant de tirer. Palachov. Ratage russe. Michalov seul. Ses coéquipiers sont un peu fatigués après leur départ sur les chapeaux de roue. Et finalement, les Soviétiques n'ont aucune raison de presser par trop les Canadiens, puisqu'avec 6-1, ils peuvent se contenter de vivre sur leur avance, mais Mishakov en veut. Mishakov repart, dribble, joliment, passe à Palachov, Petrov, mais Stevenson, en s'étendant, vous l'avez vu, a réussi à arrêter le balai et il est fort applaudi par le public suédois, particulièrement connaisseur. On joue depuis 11 minutes 32. Je ne sais pas comment on dit les carottes sont cuites en anglais ou en russe. La traduction littérale ne signifierait rien. Karetsa cook ou bien Markov Kusvarine, ça ne fait rien. Je crois bien qu'à 6-1, il n'y a plus de remontée possible. Dégagement interdit. Il y a longtemps que l'on n'en avait pas vu. Engagement maintenant, juste devant les buts canadiens. Pour les Russes, c'est Sarchinov. Pour les Canadiens, devait être Stevenson de jeune, mais il est remplacé par Bauwas. Un peu nerveux, Bauwas. Tir du 4 soviétique, Kuskin qui est allé dans les bottes du gardien de but Stevenson. Les Canadiens se démènent comme de beaux diables. Kuskin. Azimin tombant. Mais ça, c'est le jeu. Heindov qui est passé loin en avant. Palais injouable.
Ils sont trop près de la barrière. On joue depuis 12 minutes 23. Changement de joueur. Le 2 russe va s'asseoir. Davidov, le 7 aussi, Palachov. Et Firstov a reparu sur la glace, de même que Ragulin. Le 5, Ragulin, leur meilleur arrière. Le 11, Firstov, leur meilleur avant. Shevchenko. Demarco. L'homme, vous savez, qui a fait le shoot en boulet de canon tout à l'heure. Qui est devenu populaire d'un seul shoot. Très jolie passe de Huck. Huck formidablement tir. Oh que c'était beau de la part du Canadien. Oh que c'était beau, mais ça n'a rien donné. Vous voyez, ce n'est pas un jeu d'ensemble qu'il pratique. Contre-attaque soviétique, ce n'est Firstov. Firstov n'arrive pas à se démêler du Canadien. Oh que c'est dangereux. Les Canadiens ont quelquefois des échappées foudroyantes de toute beauté. Et ce que vient de faire Huck il y a 40 secondes était magnifique. Malheureusement, seul, que voulez-vous, ses coéquipiers ne l'ont pas suivi. Alors, une équipe peut avoir 2, 3, 4 individualités très brillantes sur 16 ou 17 joueurs. Ça ne suffit pas pour gagner contre une équipe aussi bien soudée que celle des Russes. Romichevski surgit comme un diable dans la boîte. Et ayant remplacé un de ses coéquipiers, a dégagé le palais. Ragulin, qui le prend sur le nez de Caffrey. Baze. Ragulin. Mikulov, en avant. Harlamov. Et dégagement par les Canadiens. Harlamov toujours, à Palachov. Palachov en arrière à Romichevski. Romichevski sans doute à Palachov encore une fois. Hop, Mishakov, il perd. Très jolie passe de jeu. Très jolie passe de jeu. Baze. Moi, je crois que Caffrey, oui, Caffrey va en prison. Il va crocheter l'un des Russes et il subira une punition de 2 minutes. Voici l'entraîneur soviétique, Chernyshov, au milieu de ses joueurs. Et il y a 5 soviétiques contre 4 Canadiens. Replient les Canadiens. Arrêt brutal, plat ventre. Sur la gauche. Où va-t-il choisir de passer? Toujours sur la gauche. Toujours sur la gauche. Toujours sur la gauche. On ne centre toujours pas. Et quand on centre, c'est O'Malley qui s'en suit. Ah, les Canadiens méritent de réduire d'un point l'avance des Soviétiques parce que vraiment ils ne jouent pas mal du tout. Zimin offside. Offside et remise en jeu. On joue depuis 15 minutes 39 secondes dans la deuxième période. Quant à nous, ma foi, je suis bien obligé de vous dire que notre émission va bientôt se terminer puisque nous disposions de 45 minutes. Nous avons vu la période ou la partie du jeu où le match a été équilibré.
et non pas celle où il n'y a eu qu'une seule équipe sur la glace. J'aime finalement mieux ça parce que lorsqu'une seule équipe domine, tire et il rentre, et les Soviétiques ont rentré un nouveau but par Vikulov. Attention, nous allons voir comment cela s'est passé. Voilà, vous voyez le 9 Vikulov, il l'a, regardez sa manière d'agir, chute du Canadien, et hop, un grand tir qui passe entre les jambes de Stevenson et qui va dans les filets. Je vous disais donc que, au lieu de voir le festival soviétique du début de la rencontre, nous aurons vu, au cours des 45 minutes qui nous sont imparties par la grille des programmes, nous aurons vu un passage beaucoup plus serré, où les deux équipes auront presque fait d'égalité. Néanmoins, la supériorité soviétique est caractérisée pour vous par 3 buts qu'ils ont marqués sous vos yeux contre un seul but des Canadiens. Regardons ce que va donner cette attaque canadienne. Il nous reste encore quelques minutes pour pouvoir tenir le temps. Oh, que c'est vilain, ça, Baze. Oh là là. Monsieur Malseff. C'est Monsieur Baze. C'est Monsieur Malseff qui est d'ailleurs le coupable de cette espèce de... Eh oui, de ce vilain mouvement. Et avec un porte-voix, son entraîneur lui a dit « Mon bonhomme, reviens sur le banc. Je vais te remplacer par quelqu'un qui est moins nerveux que toi. » Engagement près de la ligne de but soviétique. Nous allons suivre encore cette attaque. Peut-être ne restera-t-il une minute. Les Canadiens passent-ils? Vont-ils marquer? Non, ça va dans les jambes de Ragouline. Bagarre entre le 3 de Marco, l'homme au fameux bouchut en boulet de canon. Et c'est sur le score de 7-1, alors que les Canadiens, qui furent si longtemps les maîtres incontestés du hockey, vont perdre par un score sévère, très sévère, leur match contre l'Union soviétique, que nous allons dans un instant, après cet engagement, arrêter notre enregistrement. Chute de Stevenson. Contre-attaque canadienne. Est-ce qu'elle va donner quelque chose? Je l'espère pour eux, que l'on termine sur un joli but marqué par les Canadiens. Hélas non, le palais est injouable. Coup de sifflet de l'arbitre, remise en jeu, et nous arrêtons notre enregistrement réalisé à Stockholm au championnat du monde de hockey sur glace. Il n'y a plus aucun doute que l'Union soviétique batte le Canada et elle rejoindra par conséquent en tête du classement de la Tchécoslovaquie, les deux équipes ayant gagné chacune 3 matchs. C'était un reportage de la télévision suédoise à Stockholm avec les commentaires de Léon Zitrone. À vous Paris.